Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Mayori Campus 107.6. Aujourd'hui, nous sommes dans votre émission, votre rendez-vous du samedi de 11h à midi, Les Grandes Gueules, avec moi Claudia qui accompagne tous ces chroniqueurs et ces chroniqueuses. Alors Monique, bonjour Monique. Bonjour comment s'est passée ta semaine? Très très riche, très féconde, comme on le verra tout à l'heure. D'accord. Alors Camille, bonjour Camille. Bonjour à vous. La semaine bien passée, Oui, rebondissement. Non, très bien. Très Sportive. bien. D'accord. Thierry, bonjour. Superbe semaine, j'espère que toi aussi. Oui, toute bête. Bon, hein. D'ailleurs, si nous sommes là ici aujourd'hui pour traiter des sujets de l'actualité d'une semaine très riche et très mouvementée en Guyane, en France et dans le monde, à qui, bon, voilà, ça va bien se passer. Bonjour Elodie, bienvenue. Bonjour Claudia, merci. Un peu de panique, mais ça va. T'inquiète, on va bien s'entendre. Gaël Oassim, notre flash infoman de Radio Mayori Campus qu'on peut retrouver tous les jours sur nos antennes. Bonjour Gaël. Bonjour Claudia. Bienvenue, bonne semaine. Assez bonne, oui, on va dire ça comme ça. Très bien. Alors, cette semaine, vous avez vu, au niveau de l'actualité, une actualité quand même très riche, comme chaque semaine, avec un rebondissement dans l'affaire des voltigeurs, le carnaval de la Guyane, remis en question par rapport à toutes ces problématiques dans les rues. Que nous allons aborder. Bien sûr, cette question de voltigeurs met en évidence la violence, l'insécurité en Guyane. Et cette insécurité a été relayée dans les médias nationaux, notamment, je pense, à 20 minutes, le quotidien 20 minutes, où on nous décrit comme étant le département français le plus violent de France. Nous allons revenir dessus. La semaine dernière, dans ces événements, nous avions la grève du rectorat de Guyane où on réclamait un recteur guyanais et un recteur de Guyane. Donc finalement, que s'est-il passé? Fin de la grève. Est-ce que c'est une grève? Est-ce que c'est une trêve? Nous le verrons également, nous l'aborderons. Et bien sûr, on parle de grève, on parle de barrières barricadées où on avait barricadé le rectorat. Et aujourd'hui, on parle d'une barrière, mais qui se passe à un autre niveau, un niveau présidentiel, à Pénélope Gate. Qui est Pénélope? Bien, c'est tout simplement la femme du président Fillon, enfin du président, lapsus révélateur, du candidat Fillon. Et donc, Pénélope est vraiment mise à mal. On verra si on lui accorde, une petite tribune pour savoir si elle est coupable ou pas. Bon, nous ne sommes pas des juges. Et bien sûr, nous ne sommes pas des juges, mais qui l'est? Donald Trump. C'est vraiment une première semaine, on va dire, qui mériterait d'être commentée par vous, messieurs et dames. Une première semaine à la Maison-Blanche. Alors, que pensez-vous justement par rapport à Donald Trump? On sait qu'il veut mettre un mur entre le Mexique et les États-Unis. On parle d'insécurité, de sécurité en même temps de protectionnisme. Et on en vient à cette valorisation de la culture guyanaise à travers le carnaval. On sait que le Touloulou est en phase dans la méthodologie de travail d'être inscrit à l'UNESCO. Donc, on a eu notre Miss Guyane qui représente la beauté et la douceur et toutes les richesses de ce beau pays Guyane. Et malgré ça, on est quand même à la une avec ces voltigeurs qui défilent dans les rues et qui cassent tout. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que l'arrêté de Madame le maire suffira? La société guyanaise a évolué. Qu'en pensez-vous? Alors, je vois Monique est déjà sur les starting blocks. Déjà, je voulais dire que vous avez annoncé un rebondissement. Je trouve ça drôle parce qu'effectivement, pour des voltigeurs, quand on voit l'étymologie du mot voltigeur, effectivement, ce sont des acrobates à la base. Donc moi, naïvement, je croyais que les voltigeurs, on les appelait comme ça parce qu'ils étaient d'une certaine agilité dans les cortèges du carnaval, c'est-à-dire qu'ils arrivaient à remonter facilement, à slalomer. Voilà, je croyais que c'était ça, donc le rebondissement pour des voltigeurs. Et je me suis intéressée en fait à l'étymologie et non seulement le passé du mot voltigeur en fait. Les voltigeurs sont plutôt des voltigeurs, c'est un terme policier en fait, et souvent les voltigeurs sont habillés en militaire. Donc d'où cette interdiction de la tenue militaire. Voilà. Donc les voltigeurs, il y a un passé historique, c'est-à-dire que les voltigeurs, c'est une sorte de milice qui a été créée après les événements de 1968.
Mais alors, ici, en Guyane, il n'y a pas eu d'événement 1968, de manifestation. C'est ma question, ça. Non. Non. Non, il n'y a D'accord. pas eu. On a eu d'autres problématiques en 68. Donc en fait, les voltigeurs, voilà, c'est une milice créée après 1968 et puis qui finalement a cessé d'exister à cause de l'affaire Malik. Voilà. Donc un jeune qui dans la queue en fait du cortège, a été tabassé, on peut le dire, hein, et est mort. Par le service d'ordre du Front National. D'accord. Bon, alors donc. Très intéressant. Donc en fait c'est ça, les donc, on a voltigeurs, hérité de c'est ce ceux, mot-là. voilà, les voltigeurs, c'est ceux qui s'occupaient de ceux qui étaient un petit peu en queue de cortège et qui, leur faisaient un petit peu, disons, Voltiger, quoi. Voilà, bon, enfin, c'était. Donc ça viendrait de là. Donc on perd le côté acrobatique pour quelque chose de beaucoup plus justement policier, militaire, d'où les vêtements militaires. Alors apparemment, Madame Oui, le maire Madame le maire a interdit. demandé. Voilà, c'est sorti, on s'en a arrêté. C'était très rapide, hein, travaillait très activement. L'arrêté est sorti hier, a été signé hier, où elle interdisait les personnes en tenue militaire, les personnes aussi qui ne sont pas accompagnées d'un adulte, donc les mineurs, et surtout les tenues militaires. Alors, si vous êtes avec des tenues militaires, c'est pas la peine d'aller faire la queue pour rentrer dans le. Mais qu'est-ce que vous pensez Mais il faut être vous autres déguisé néanmoins. hein. Il faut être déguisé, mais pour pas être militaire. derrière un groupe. Voilà. Hein. Pour être derrière. Qu'est-ce que Gaëlle, toi qui es dans l'actu Flash Info, t'en as parlé cette semaine effectivement de cet arrêté. Donc en fait, moi je pense que l'arrêté de Madame le maire est légitime, étant donné que la bagarre qui a été occasionnée dimanche dernier et qui a fait un blessé grave quand même, elle devait réagir très rapidement. Après cet arrêté, est-ce qu'il va changer quelque chose dans le bon déroulement des défilés du dimanche de carnaval à Cayenne surtout? Ça, je ne suis pas sûr. On verra l'application, ce que ça va donner demain. Mais qu'ils soient déguisés ou pas déguisés, si malheureusement les jeunes veulent faire du grabuge dans la rue, c'est pas un arrêté qui va les empêcher. Après, peut-être que le renfort de l'escadron de gendarmerie mobile qui est en Guyane peut faire quelque chose effectivement pour maintenir l'ordre, mais après, les débordements ont toujours existé dans notre carnaval. Notre carnaval est un carnaval spontané, c'est pas un sambodrome comme au Brésil par exemple, où on est là pour regarder un spectacle. Donc après, Est-ce pour que dans ces cette jeunes-là, spontanéité, ça excuse la violence? non, ça n'excuse pas la violence. Par contre, c'est vrai que, bon, étant moi-même guyanais qui ai fait le carnaval de rue, j'ai pas été dans le groupe des voltigeurs, certes, mais je connais la violence que peut dégager, en tout cas, l'euphorie de ce défilé. Et les mentalités ont changé en Guyane, en fait. Et que les jeunes puissent prendre comme prétexte le carnaval pour se défouler, voire même tabasser. Oui, ça devient un règlement de compte. Voilà, exactement. Ça, je ne m'approprie pas cette spontanéité dans ce carnaval-là, quoi, en tout cas. Est-ce que c'est une euphorie ou une rébellion, un rejet de la société? Je pense que ça a Ce n'est évolué. ce n'est pas du tout une rébellion. C'est-à-dire que, à la base, le carnaval est quelque chose où, normalement, tout est permis. Normalement, hein. Après, bien sûr que, je sais pas s'il y a beaucoup de personnes autour de la table qui ont connu les carnavals de rue, mais en tout cas, il y a des petits jeux qui sont compréhensibles qu'en Guyane pour dire, par exemple, faut pas poussez-le, machin, etc., etc. Et ça, c'est du jeu, ça, pour les Guyanais. Mais ça arrive que ça dégénère. Ça dégénère en combat, on va dire, général. Et quand il y a une vingtaine de personnes contre 2 ou 3 personnes, là, ça devient un problème. Mais on voit quand même que la municipalité, les élus et même la société civile sont quand même sensibles à tous ces débordements, puisqu'ils ont tout mis en œuvre aujourd'hui. Alors déjà, avant le carnaval, on avait le maire de Cayenne qui avait ressorti le service militaire obligatoire pour les personnes
pour les jeunes. Ensuite est venue interdiction de circuler dans les rues après 22 heures pour les moins de 16 ans. Maintenant, aujourd'hui, on arrive à cet arrêté contre pas les voltigeurs, mais les personnes déguisées, pas déguisées, disons habillées plutôt en tenue militaire. Est-ce que vous pensez que ce sont des mesures qui sont pertinentes par rapport à la politique de Madame le maire et par rapport à l'image de la Guyane, est-ce que vous pensez que ce sont est-ce que c'est la solution en fait? Moi, j'ai un avis. J'ai un avis qui me concerne que moi. Donc, après, ne vous sentez pas visé. Mais Madame le maire, d'après les ragots ou quoi que ce soit, serait en campagne politique. Après, quelles sortent des mesures pour faire comme la Donc, maman... tu nous donnes une exclue là. Elle est en campagne politique alors qu'elle a dit qu'elle ne se présenterait pas aux législatives. Ce sont des rumeurs, je viens de vous le dire. D'accord. Après, je n'ai rien confirmé, je n'ai rien affirmé non plus. Donc après, c'est le fait qu'elle sort beaucoup de mesures. Elle fait comme on va dire, la mère du chef-lieu qu'elle est. La oui, mère, elle fait pas comme, elle l'est. la mère, mais je parle la mère niveau familial, pardon. Ah, d'accord. Que Madame le maire, pardon. Et après, non, toutes ces mesures sont justifiées au niveau du bon déroulement de sa commune, en tout cas. Parce que, bon, elle est quand même responsable de ce qui se passe dans sa commune. Oui, c'est le premier magistrat. Voilà, s'il y a un débordement qui peut amener, on va aller dans l'extrême, à la mort, ça sera elle qui sera jugée en première. D'accord. Camille? Bah oui, je suis d'accord. C'est quand même, comment dire, c'est bien de prendre des mesures. Moi, je comprends pas bien comment ça peut arriver, parce qu'il y a quand même tout le système de sécurité qui est bien là, et pourtant, eh bien, ils arrivent et tout d'un coup, ça devient violent quand même. Mais je pense que c'est à cause de ça. C'est ces jeux qui se transforment tout d'un coup en violence, alors que juste avant, ça pouvait être une petite bagarre. En tout cas, pour l'image de la Guyane, je pense qu'à un moment donné, c'est pas le plus important. Ce qu'il faut, c'est surtout essayer de voir comment réagir face à un problème. Il n'y a pas que l'image, il y a ce qu'on vit vraiment, quoi. On comprend, on comprend. C'est ça, Élodie, C'est là où je rejoins parfaitement. C'est un peu un combat David contre Goliath. Hein. C'est l'une des seules, sinon la seule, qui pour l'instant semble agir de façon assez franche, malgré les détracteurs, malgré voilà, tout ce qu'on pourrait dire par rapport à ces mesures qui sont supposées nous éloigner un petit peu de cette image de violence, etc. Ce qui est un peu, qui serait pertinent, ce serait de connaître les conséquences. Enfin, pas les conséquences, les causes de ce malaise, les causes de ce... Tu remets en cause toute la société voilà, guyanaise, et l'éducation des parents, l'instruction à l'école, savoir mais à quel moment il y a eu rupture, pourquoi, ça n'a pas toujours été comme ça, d'une violence si rare, et que la violence soit associée à de l'amusement, c'est quand même assez choquant. Tout le monde est bien conscient que faire du mal à autrui, ce n'est pas une chose acceptable et tolérable. Pour toi, tout le monde est bien conscient, mais pour certains, non. Oui, encore. Alors, il faut voir si c'est le jeune âge, la naïveté, ou si c'est l'influence de beaucoup de choses, les réseaux sociaux, etc. Simplement l'inconscience des jeunes qui peuvent avoir au moins 18-20 ans, quoi. 18-20 ans, c'est quand même vieux. vieux. C'est les médias qui hein. relèguent la violence. D'où ça vient, le fait qu'on a envie d'être violent? Voilà. Oui, c'est parce ça. que moi, Alors, je pense j'aimerais que Gaëlle insiste sur ce jeu, le fait que ça a toujours été. D'abord, quand on interroge des anciens, on se rend compte que ça n'a pas toujours été. Donc, que ça dégénère. Certains ne veulent plus assister au carnaval parce que ça dégénère. Le fait que ce soit simplement un amusement qui tourne mal, non, je ne pense pas. Et là, je suis un tout petit peu de pub pour l'émission Le Carnaval démasqué de lundi prochain, de 9h à 10h, où on a interviewé un gorille, un jeune déguisé en gorille, et qui de gorille se transforme en voltigeur, hein, et qui est là pour, quand même, avec des copains, pour semer la bagarre. C'est pas pour s'amuser. C'est pour... provoque, en fait. Voilà, pour provoquer. Et alors, je crois qu'il faut prendre ça très au sérieux. Ça me rappelle cette espèce de slogan, je ne sais pas ce que je veux, mais je sais comment je l'aurai, je veux détruire. Bon, c'était les punks qui disaient ça. Hein. Mais on est un petit peu là-dedans. Hein. C'est plus simplement un amusement qui dégénère, c'est vrai.
vraiment un mal-être, un malaise pour être sur le terrain, comme aussi Monsieur Dupuis, avec des jeunes au quotidien, on le perçoit et c'est une opportunité que donne le carnaval d'exprimer ce malaise. C'est pas simplement un amusement qui dégénère. Je sais pas si Benoît... D'accord, Benoît, oui, j'aimerais bien entendre Benoît sur cette question-là. Mais ça y est, Monique a tout dit. A pas mais tout tu dit, peux compléter quand même. Ouais, disons que en fait, j'ai deux façons de mettre les pieds dans le plat par rapport à cet événement-là. Bon, la maire prend des mesures de sécurité. Les mesures de sécurité, elles sont là pour pallier le manque de sécurité, mais le fond, effectivement, c'est un climat social qui, pour ces jeunes-là, en tout cas ces jeunes qui veulent être voltigeurs, n'est pas propre à leur épanouissement. Il y a des problèmes de chômage, des problèmes d'insertion professionnelle et sociale, et je pense que c'est ça qui s'exprime. Et donc le carnaval donne juste l'opportunité à ces jeunes de manifester leur colère, comme n'importe quelle manifestation en métropole. En fait, quand on parle des casseurs, les casseurs, ils sont là en marge de certaines manifestations uniquement pour exprimer leur colère. D'autre part, deuxième façon de mettre les pieds dans le plat, tu as dit qu'effectivement, ça n'a pas toujours existé. Effectivement, enfin ça je veux bien croire, le voltigeur n'a pas toujours existé. Par contre, l'essence même de ce qu'est un voltigeur, à mon sens, dans le carnaval, existe, à savoir l'inversion des normes. Donc avant, il y avait d'autres normes à inverser. Là, c'est cette norme-là. C'est-à-dire les jeunes qui d'un coup prennent le pas. Enfin, les jeunes le prenaient, le carnaval, ça a toujours été les jeunes qui prennent la revanche sur les vieux, le pauvre qui prend la revanche sur le riche et qui s'inverse. Là, c'est juste que ça se manifeste de cette façon-là, de façon peut-être un peu plus violente et surtout plus visible en fait, parce que c'est ça qui est en jeu. D'accord. Alors en fait, tout ça nous amène à être le département français le plus violent de France en 2016. Alors sur quels critères, sur quelle base on... Alors, sur quels critères? Alors, 60% des meurtres ont été commis par arme à feu en Guyane. Crime et délit. Viol, arme blanche. Surtout, il faut savoir que pour acheter une arme en Guyane, il faut juste une pièce d'identité. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à revoir dessus. Donc, il fait que tout le monde est équipé pour aller à la chasse, normalement. Mais la chasse... Elle passe dans le côté urbain, le côté obscur, on va dire. Une délinquance guyanaise qui est donc accrue en milieu urbain. On a quand même 40% de la population qui a moins de 20 ans. Là, on a défini les voltigeurs et les problèmes, les malaises face à cette insécurité. Mais cette réalité révélée par 20 minutes, et donc aux yeux de la France, le département le plus violent de France, comment expliquer aujourd'hui, on ne va pas expliquer la violence, mais comment expliquer que les politiques publiques ne peuvent pas intervenir ou ne répondent pas aux problématiques de la Guyane? On peut expliquer la violence. On peut vraiment expliquer la violence. En Guyane. Bien sûr, on peut expliquer la violence en Guyane. Sans oublier les communes de l'intérieur précisément. qui sont en fait, il y a, à mon avis, un marasme avec leur paillage illégal. Voilà, je pense qu'il y a 10 types de violences en fait en Guyane. La violence urbaine type Cayenne, la violence en forêt liée à leur paillage illégal. Et là, c'est une violence extrême quand même. Enfin, il y a des guerres de gangs, il y a même des embuscades de gendarmes par les orpailleurs illégaux. Donc ça, on le met dedans, bah oui. Mais c'est pas la même violence qu'il y a aussi sur les bords du fleuve. Donc déjà, il faut essayer de séparer les choses et que les politiques peuvent rien faire. Mais la Guyane, elle vit dans ces dernières années, je pense dans les 10 ans à venir, mais une explosion démographique sans précédent en fait. Donc on n'a pas anticipé alors? C'est difficile parce que c'est lié à quoi? C'est lié effectivement à la natalité, mais c'est lié également à l'arrivée des populations des voisines que pour pas forcément anticiper. Haïti, ça a été, ça fait un moment déjà, mais ça s'est accentué avec les catastrophes naturelles qui ont eu lieu. Je pense que c'est totalement lié. Donc difficile d'anticiper ça de la même manière qu'à Mayotte, il est difficile d'envisager une guerre civile aux Comores, par exemple. On va pas désigner une communauté. Non, bien sûr que non. C'est pas ce que je suis en train de faire. Non, c'est pas ce que je fais. Je dis, il faut poser les choses. Et il y a un constat de changement global de la Guyane qui fait qu'il y a beaucoup plus de monde, beaucoup plus du coup d'inégalités de richesse. Ces inégalités, elles sont visibles parce qu'on les voit tout le temps. Mais je ne suis pas du tout en train de stigmatiser. Alors, par rapport aux mesures... déjà, une population très jeune, ce qui était signalé. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on est parents très jeunes. Enfin, il y a des très jeunes parents. Et des très jeunes parents qui ont eu du mal eux-mêmes à, je dirais... trouver leurs repères et on ne naît pas avec le code du bon parent, enfin je veux dire le code du bon enfant et surtout on n'a pas de code. Alors il y a une école de parents parfois, il y a des associations qui proposent, mais on a des parents assez désœuvrés, enfin en tout cas pas forcément désœuvrés, mais qui sont un peu perdus et peut-être qu'il y a vraiment un manque de repères pour ces parents très jeunes vis-à-vis de leurs enfants. Voilà. Alors comment
comment faire face semble-t-il. à ce constat et comment faire face à... Enfin, comment y remédier? Comment intégrer ces jeunes qui sont pointés du doigt parce qu'on ne pointe que les aspects négatifs? Oui, bien justement, je crois que... Et toujours les jeunes. Toujours les jeunes, mais je crois qu'on n'a pas non plus la culture de la réussite. Il faut croire que on est toujours dans la victimisation et les pauvres et les machins, mais on leur explique pas qu'ils peuvent réussir, qu'ils peuvent s'en sortir. Il faut toujours attendre l'État-providence, l'État tout, c'est l'État qui doit faire pour nous en premier, ensuite c'est l'école, les instituteurs qui sont parfois dépassés qui doivent faire pour nous. Bref, il y a quelque chose, il manque un petit quelque chose dans l'éducation pour leur dire, écoutez, la situation est difficile, certes, vous n'aurez jamais, tout ce que vous... En fait, il faut leur faire comprendre que tout ne leur est pas dû, qu'il faut qu'ils bossent pour avoir ce qu'ils veulent et qu'il ne faut pas nécessairement... juste s'amuser à convoiter le bien d'autrui, etc. En fait, leur expliquer qu'ils peuvent réussir malgré la situation difficile. Et je crois qu'on ne le répète pas assez. Le discours que j'entends généralement, c'est plutôt oui, mais les pauvres et qu'ils n'ont pas de formation et qu'ils n'ont pas... On est dans un constat larmoyant. Ça, c'est le système français qui veut ça. Exactement. Ça. Alors qu'ils peuvent, il faudrait leur répéter et vraiment qu'ils intègrent le fait qu'ils peuvent s'en sortir. Quels sont les modèles alors? Quels sont les modèles? Parce qu'on est dans un état-providence où il y a un manque de modèles. Alors voilà, par exemple, quand on voit l'affaire Penelope Gate, Fillon, etc. Alors il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle. Les modèles sont absents. Et puis à la maison, parfois, on a des élèves qui sont les seuls à se lever parce qu'à la maison, les parents n'ont pas de travail. La perspective professionnelle qui est donnée à ces jeunes aussi. Voilà. Alors la motivation pour se lever quand les parents ne se lèvent pas parce que n'ont pas forcément de travail, c'est quand même assez difficile. Et les modèles, ce ne sont pas les modèles auxquels on pense, des hommes politiques sains qui pourraient dégager une piste dans lesquelles on serait... c'est deux choses contradictoires. Voilà, oui, voilà. Mais il y a d'autres modèles possibles. Alors aussi, il y a d'autres. Alors le modèle possible, Miss France, mais c'est dommage que ça se limite à ça. Et oui, bien sûr. Qui ont fait mais des études. Concrètement, les modèles en ce moment pour les jeunes filles, c'est Miss France, et pour les garçons, ce sont des rappeurs assez violents qui convoitent le bien d'autrui. Enfin, convoiter le bien d'autrui, mais l'obtenir sans trop de peine, sans trop de difficultés. C'est un peu ça qui revient quand en début d'année. Quels sont vos héros? Voilà. Et de temps en temps, on a l'héroïne, la maman, quand même. Je tiens à le signaler. Le papa, c'est un grand absent. Dans la société guyanaise. Il y a un enjeu de perspective aussi. Je me demande, alors j'ai pas la réponse, parce que j'ai pas encore étudié l'urbanisme qu'on fait pour ces nouveaux quartiers qu'on construit pour ces populations. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de refaire l'erreur de la géographie urbaine? Bon, je suis un petit peu géographe, donc je m'exprime. La même erreur de géographie urbaine qu'on a fait dans les années 50-60, quand on a accueilli en métropole ces populations qu'on a tout simplement parquées dans des énormes lotissements qu'on est en train de détruire aujourd'hui pour créer un petit peu de mixité sociale et de vivre ensemble. Ce qu'on n'a pas fait, donc forcément ces populations étaient complètement exclus socialement, culturellement, ce qui peut créer des problèmes. Ce qui peut créer des problèmes de communautarisme. On accuse le communautarisme, mais bon, si on les met tous dans un même quartier, une barre d'immeubles, sans commerce de proximité et autres, évidemment, le communautarisme ne peut que se développer. Donc, est-ce qu'on ne ferait pas la même chose ici? C'est une question que je pose, j'en sais rien. D'ailleurs, en numéro 2, au niveau de la violence, c'est quand même la banlieue parisienne où il y a aussi ce phénomène de communauté. Oui. Et en fait, on retrouve... C'est lié à l'urbanisme, en fait, en partie. Donc en fait, urbanisme, problème d'éducation parce que les parents sont trop jeunes, pas de perspective, pas de modèle. Voilà, on est dans un constat, mais par rapport aux solutions, parce que je remarque qu'on est toujours dans un constat, dans un diagnostic, dans une audite, mais concrètement. Il faut commencer par le diagnostic avant de proposer des solutions. On est dans les moyens, dans les infrastructures, on se projette par rapport à une structure solide, c'est-à-dire des bâtiments. C'est déjà pas mal, ça peut déjà changer un petit peu politique, dans le fond pour guérir le bobo en fait. Développer économiquement, développer offrir des projets de développement. Non, mais c'est un travail titanesque qui s'annonce. Il faut bien commencer quelque part. Oui, je suis d'accord, il faut bien commencer quelque part, mais est-ce qu'on ne devrait pas tout simplement refaire quasiment tout le système français, étant donné que nous en Guyane, et je dis bien en Guyane encore plus qu'ailleurs, on est 2 fois plus, voire 3 fois plus habitués à l'assistanat français. Oui. Et cela nous pousse à... Enfin, cela pousse en tout cas les immigrés à venir, on va dire, exploiter... Se faire assister? Oui, j'allais pas répéter le mot, mais c'est ça. Mais à profiter du système français qui, lui, déjà est, on va dire, bancal à mon avis. D'accord, donc Gaël, tu nous dis que le système français, il faut en sortir en fait, c'est ça? Il faut en sortir du système français. En fait,
Donc il faut faire un chantage aux allocs aussi par rapport aux jeunes, c'est ça? Qu'on a déjà fait, on l'a vu, à mairie de Cayenne. Proposé par Monsieur Le Pen aussi. Le chantage aux d'accord, au niveau allocations national. familiales. Oui, c'est ça, chantage aux allocations. On ne peut pas changer qu'un seul département, malheureusement. Voilà. À part si on était. Tu disqualifies cette mesure directe voilà. en disant que c'est Madame Le Pen qui l'a fait. Hein. Monsieur Le Pen. Non, mon Dieu, c'est pas mieux. Mais oui, mais c'est vrai, je la disqualifie. Mais Voilà. c'est très difficile de passer, enfin de l'appliquer concrètement. Alors on observe un grand absentéisme des élèves. À partir de ce moment-là, on brandit la menace. Bon, c'est sûr que ça peut être efficace, mais alors je suis pas particulièrement à l'aise avec ça. Mais bon. c'est pas la solution sur le long terme, on est d'accord. Non, du tout. Alors, un problème d'éducation, on a vu que le rectorat était un peu mis à mal par rapport au départ de Youssouphi Touré, à l'arrivée du recteur El Kama qui a plus ou moins le même profil. Un collectif citoyen s'est monté pour réclamer la venue d'un recteur guyanais qui pourrait suivre le programme sur 5 ans. Claudia, je t'interromps juste. Le même profil, c'est pas forcément... Oui, dis-moi disons tout. le même profil au niveau de l'honnêteté. Oui, j'espère pas. Non, j'espère. Voilà, c'est tout. Parce que la note de téléphone, la semaine dernière, on a parlé de 800 €, hein, mais Michel Plaisir, mais en fait, c'était 8 000 euros. 800 000 8 000 €, rien que la note de téléphone. Hein, voilà. Ça, c'est par mois, mais pas- Donc il faut effectivement avoir il n'a votre pas modèle. le même parcours, je dirais. Peut-être. Ah d'accord, voilà. Mais soyons précis parce que oui. on risque d'avoir des retours. Oui, mais en plus, est-ce que justement c'est la fin de la grève ou la fin de la trêve? Oh. Parce qu'on l'a à l'œil, hein, le Joli, collectif ça. a été très, très catégorique et on sait très bien comment se passent les Comment grèves c'est terminé, oui, en d'ailleurs. Guyane. Mais une trêve avec un protocole de D'accord, 5 ouais. mesures. 5 mesures, c'est ça, oui, 5 mesures. Donc justement, alors... Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, on sait qu'aujourd'hui, autour de la table, on a des personnes issues du corps enseignant. Ça y est, Alors, on est catalogue. Et bien sûr, Monsieur Flash Info, Elodie, Ben, Camille moi, et Thierry. Je vais commencer par dire que le protocole d'accord qui a été signé lundi est une farce. D'accord. Est une farce quasiment, étant donné qu'il militait pour un recteur guyanais, ou en tout cas qui a des revendications à faire valoir en Guyane, et ça ne figure pas dans les 5 points qui sont cités dans ce document. Après, est-ce que... enfin, je ne connais pas les tenants et les aboutissants, donc je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais est-ce que c'est pas limite une soumission au nouveau recteur pour que le rectorat puisse continuer à travailler dans les bonnes conditions? Mais voilà, quoi. Donc c'est une trêve. C'est une trêve, mais... C'est je vais une même lâcheté dire, d'après Gaël, c'est une presque de la abdication, c'est lâcheté, une quoi. abdication du Une collectif abdication. citoyen, quoi. Quasiment. J'avais déjà dit ce que j'en pensais de cette grève dès le début. Je pensais qu'elle était très contre-productive par rapport aux vrais enjeux qu'il y a de l'éducation. Donc du coup, moi je suis pas surpris qu'elle ça finisse un petit peu comme ça en autre boudin. Parce que là, les débats et les enjeux seront tout à fait autres et ils seront là maintenant en fait. Et c'est ça, tu parlais des solutions, mais en fait là c'est le cœur de la solution. Le fait qu'il y ait autant, on en avait déjà parlé, autant de recteurs, c'est symbolique de ce qu'on fait pour la Guyane, je pense, au niveau de l'éducation, au niveau d'autres. Alors je sais pas si c'est des beaux de couleur, mais j'avais dit que voilà, par rapport aux recteurs qui étaient nommés aux différentes académies, effectivement, il y a l'Académie de Paris qui a les recteurs les plus prestigieux. Effectivement, la Guyane, je ne pense pas qu'on soit à ce stade-là. Donc c'est une véritable réflexion sur la politique éducative qui est menée. Et quand un recteur il tourne autant, quand il y a autant de recteurs qui tournent en si peu d'années, c'est qu'il n'y a pas de politique éducative en cohérente, Guyane. Ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, on peut faire juste un lien avec le sujet précédent et le chlore, mais la politique éducative, elle est très importante pour lutter contre la violence, justement. Quand on propose aux jeunes des projets pour lesquels ils vont se passionner, dans lesquels ils vont s'investir. Il y a vraiment de la bonne volonté et là encore, on est sur le terrain, on le voit. Il peut y avoir un enthousiasme dès qu'il y a en face d'eux et autour d'eux des gens prêts à se motiver. Voilà. Donc ça, on n'a pas des gens blasés à ce point-là. Ils sont prêts à suivre, à entrer dans des projets qui vont leur permettre de s'épanouir, de se valoriser autrement que dans la violence. C'est un bras de fer, c'est un contre-levier, enfin voilà. Et donc on a besoin d'une politique éducative dynamique, productive, me semble-t-il. Mais là on a aussi Camille qui est... Mais donc ça n'est pas le cas. Alors, on n'a pas eu cette politique éducative depuis 20 ans, c'est ça, c'est ce que tu nous dis. Alors je Monique. ne suis pas depuis assez longtemps en Guyane, mais voilà, je pense que s'il y avait de nombreux projets,
on a quand même de la bonne volonté des jeunes, et je ne pense pas tenir un discours bisounours, puisqu'il y a des résultats, même au niveau national, des concours qui ont été gagnés. On a des jeunes en demande, mais on manque de référents et d'adultes qui eux-mêmes croient en un monde qu'ils ont contribué à créer. Mais en 1 an et demi et 2 ans, je vois pas comment une politique pourrait se mettre en place. Là, c'est... déjà avoir des moyens. Ça fait, dès le début de la grève, on parle de 5 ans, 5 ans de programme, 5 ans de politique. 5 ans pour ce recteur-là, mais tous les autres recteurs ont fait maximum 2 ans. Non, 5 ans pour un programme, pour justement appliquer ce programme académique, cette politique, parce que vous croyez que le prochain recteur qui va venir, parce que celui-là, il va être de passage sur moi aussi, le prochain recteur qui va venir va rentrer dans la même politique, enfin, va continuer la politique de l'ancien recteur, celui qui va partir. Alors, Camille. Okay, moi, ça me paraît toujours bizarre. Non, mais elle peut répondre. Elle répond justement. Voilà. Là, je pourrais pas répondre à cette question. Ah. Mais bon, je me dis pourquoi politique et éducation doivent toujours aller ensemble. Il y a des pays où c'est pas du tout mêlé. Et les politiciens, ils changent. Et l'éducation, elle continue sur sa lancée, quoi. Et je comprends pas pourquoi on mêle toujours politique et éducation. Donc ce sont les gens sur le terrain qui font ce sont les gens sur le terrain, donc c'est la base qui crée exactement ces mesures, et ça vient pas du haut. Et même l'éducation, une inversion. Bah ouais, et les programmes éducatifs et la façon d'apprendre aux gamins et de traiter les problèmes comme la violence ou n'importe quoi, elles sont traitées entre corps enseignants et entre ces gens-là. Et il n'y a pas cette opposition avec le corps politique, quoi. Si un homme politique qui change, il n'y a pas tout le programme qui est revu. Là, tu parles d'un autre pays. De l'éducation, je parle d'un autre pays que le système français. Beaucoup d'autres pays même. Donc voilà, c'est pas que spécifique à la Guyane. C'est historique. On a un système, on a l'indivisibilité de la République, c'est-à-dire la République ne veut pas être divisée, une loi, un territoire, et du coup l'État impose un programme et impose une façon de faire de l'éducation. Et d'autre part, on a toujours vu au 19e siècle l'école comme l'apprentissage de la citoyenneté. C'est-à-dire l'instituteur doit apprendre et faire aimer la démocratie et la République. Et donc en fait, je pense qu'on est dans l'héritage de ça. Sauf que du coup, on a un système effectivement où l'État est censé appliquer ses directives, mais il ne trouve pas vraiment de directives à faire. Il n'arrive pas forcément à prendre en compte les particularités des différents territoires. D'accord. Donc en fait, on en est là. On est dans un système... hérité. La violence, l'éducation. Bon, Gaëlle, tu vois, je ne suis pas de ton côté. Il n'y a pas tout qui va mal non plus, quand même. Il n'y a pas de côté à avoir, c'est juste un avis que je donne. Ouais, il n'y a pas tout qui va mal, comme dit, il y a quand même des gens qui. Mais à la base, tout fonctionne bien. À la base, on a énormément de gens motivés qui travaillent. Voilà, il y a beaucoup de créativité. Après, c'est sûr qu'il faut quand même des moyens. Parce qu'on ne peut pas toujours compter sur le bénévolat. On a toujours tendance à faire ressortir le côté négatif des choses. Comme a dit Elodie, la culture de la réussite. La France est chef pour faire ressortir les mauvais côtés des personnes. Les Français râlent. Critique, oui. Ce sont des... Ça a ses points forts et ça a ses grosses faiblesses aussi. Les qualités, en tout cas, ou les vertus de certaines personnes ne sont pas souvent citées, ou sinon, si c'est cité, c'est stigmatisé. D'accord. Après, c'est mon avis encore. Alors, j'ai juste une remarque à faire concernant ce protocole d'accord de fin de conflit. Alors, je vous présente une petite mesure. Le recteur s'engage à prendre toutes ses responsabilités sur les questions soulevées par les organisations professionnelles et citoyennes concernant la gouvernance. Est-ce que cette trêve, cette grève qui se termine, comme tu as dit, Gaëlle, est-ce que justement, ce n'était pas un moyen pour le collectif citoyen, sachant qu'il y a déjà les syndicats qui sont assez puissants, est-ce que ce n'était pas un moyen pour rentrer justement dans le fonctionnement, dans la politique et regarder ce qui se passe et tirer la sonnette d'alarme à tout va? Ben, la sonnette d'alarme est tirée, ça fait des années. Parce que là, on l'attend au tournant, visiblement. Hein. Ben, on l'attend au tournant, comme tous les recteurs qui arrivent en Guyane, puisque notre département, je l'avais dit la semaine dernière, est un département qui a de multiples problèmes sur de multiples environnements, c'est-à-dire sur le fleuve Maroni, sur le fleuve Oyapock et sur le littoral, il y a des problèmes différents qu'il faut régler à des degrés différents. Et la sonnette d'alarme a toujours été tirée. En tout cas, on voit tous les ans qu'il y a au moins une, voire deux grèves d'enseignants, quoi. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui ne va pas. Et je ne dis pas que mettre un recteur guyanais qui pourrait peut-être avoir plus d'affinité avec le territoire pourrait résoudre ou pas les problèmes. Ça, ce n'est pas la question, ça.
Concernant ce terme-ci dont je parlais effectivement avec Michel il n'y a pas très longtemps, les revendications j'entends parfaitement recteur guyanais, mais pourquoi pas mettre un recteur compétent, guyanais de préférence, ce ne serait pas du luxe, parce qu'en réalité on se retrouve avec des personnes qui apprennent le territoire presque sur le tas, qui se rendent compte des réalités, des vraies problématiques, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule. On est divisé en plus, il y a le littoral, il y a l'intérieur du pays. Bref, savoir que, c'était juste pour soulever le point, mais oui, guyanais, mais un qui maîtrise le sujet et qui soit en mesure de travailler pour que l'éducation, en tout cas ce que demande l'éducation nationale, soit appliquée le mieux que possible et de façon intelligente sur le territoire. Ok, alors parlons de travail justement, travail activement avec le recteur, travailler activement avec le recteur ou travailler activement avec une personne qui est en charge des affaires du territoire ou en alliant politique et effectivement pas forcément stratégie. Je rebondis sur l'emploi fictif de Pénélope Fillon, la Pénélope Gate. On lui a même trouvé un nom. Donc, est-ce que vous pensez que François Fillon, qui intègre l'austérité, l'intégrité, c'est le candidat le plus juste que la France n'ait jamais connu depuis ces dernières années, soit confronté justement à cette, on va dire, cette averse des médias qui mettent en lumière l'emploi fictif, entre guillemets, parce qu'il y a présomption d'innocence, de sa femme, Pénélope. Ce qui est attristant, c'est que du coup, on se retrouve avec une affaire supplémentaire et la confiance que pourrait avoir le peuple par rapport à tous ces élus, ces candidats, elle en prend un coup également parce je crois qu'on n'est vraiment pas, c'est pas la bonne période pour avoir des cadavres dans les placards. Sincèrement, ce qui m'inquiète au-delà du fait qu'il y ait effectivement peut-être des emplois fictifs, etc. Ce qui est inquiétant, c'est que du coup, on recule davantage par rapport à tout ce qui vote, par rapport à projets pour le bien commun, pour le bien général. Bref, on ne fait plus confiance à ces hommes-là. Donc, on ne fait plus confiance à la politique. Pour nous, les plus jeunes qui ont à voter, ils pensent que ces politiques sont loin de la vérité, donc loin de la réalité, et qui pensent davantage à leur place à l'Élysée potentielle et à leur salaire, etc., plutôt qu'à leur avenir, plutôt qu'à vraiment... Donc ça favorise l'abstentionnisme. Exactement, pour moi, en ce qui me concerne, c'est ce qui en ressort. C'est la République qu'on assassine. Et je pense que ces gens-là n'ont pas conscience des conséquences de ces actes, de ces petites magouilles. C'est la République qu'on assassine, c'est la jeunesse qu'on assassine, puisqu'on la démotive totalement. Et je pense que c'est quand même grave de ne pas avoir pris conscience de ça. C'est-à-dire on n'a pas pris conscience de son rôle, on reste dans les hautes sphères. Voilà. Et à la base, on le sent tout de suite, parce qu'on a des gens complètement démotivés et abstentionnistes, comme tu dis. Enfin, j'ai deux réactions, je suis complètement d'accord. C'est dramatique pour la démocratie, bon, pour Fillon aussi, mais c'est dramatique pour la démocratie. Et une deuxième réaction qui est beaucoup plus cynique, c'est que j'ai lu que justement des attachés, un certain nombre de députés, là, ces 2 derniers jours, demandent en urgence à changer d'attaché parlementaire. C'est-à-dire que eux aussi, en fait, eux aussi employaient des membres de leur famille, femmes, enfants. Donc en fait, cela, mais bien sûr, cela existe. On le sait. On le sait parce que même les parlementaires de Guyane ont forcément quelqu'un de leur famille qui sont à leur service. Après, est-ce que c'est des emplois fictifs ou pas? Voilà, c'est ça. Voilà, en fait, il s'agit de ça. Et là, il y a une loi Fillon qui a mis sa femme, là, en tant que telle, c'est sa femme, en tant qu'attaché parlementaire. Un demi-million d'euros, hein. En rien, c'est pas illégal. 500 000, c'est pas illégal. Les députés, il y a une pétition qui court pour qu'elle rembourse les 500 000 les députés, si je ne me trompe pas, ils ont une enveloppe de 9 000 euros par mois pour leur attaché parlementaire. Ils peuvent avoir 1, 2, 3, plusieurs personnes à leur service. Donc voilà. Après, ils font comme ils veulent. Ça, c'est marqué dès qu'ils rentrent en tant que député, c'est marqué. Donc après, ils doivent prendre, excuse-moi Gaël, ils doivent prendre dans leur denier, c'est-à-dire leur salaire, il y a une enveloppe pour payer cet attaché parlementaire. Mais cette enveloppe est consacrée qu'au salaire des attachés parlementaires. Il n'y a rien d'autre. Leurs frais de déplacement sont prévus par
une autre enveloppe, mais cette enveloppe-là, c'est que pour l'attaché parlementaire. Après, s'il a pris que sa femme, étant donné qu'il était député. Donc sur son enveloppe. C'est une enveloppe. Donc après, je vois pas comment on peut l'attaquer sur ça. Mais visiblement, ce n'est pas sur son enveloppe. C'est une enveloppe qui était en principe prévue pour rémunérer au moins 3 personnes. Au moins, mais voilà. après, et donc une personne, et puis c'est aussi le moyen de finalement de se débarrasser aussi de peut-être de gens qui sont talentueux et qui auraient pu lui faire ombrage. C'est aussi après, c'est son avis et il a jugé la compétence de sa femme peut-être en tant que... Alors justement, moi je voulais juste revenir sur Pénélope. Voilà. Ça c'est l'étymologie aussi de Pénélope. Enfin bon, c'est juste un petit trait amusant. Pénélope, en fait, c'est celle qui, en attendant Ulysse, le jour tissait. Parce qu'elle faisait attendre ses prétendants. Hein. Elle tissait la nuit, et puis elle tissait le jour, et la nuit, elle défaisait tout son travail pour que justement on la marie pas de force avant le retour d'Ulysse. Donc là, on est en pleine nuit, c'est ça? Voilà. Donc en fait, non mais le rapport, c'est son travail était invisible. Ah voilà. oui. Voilà, son travail était invisible. Le travail de Pénélope était invisible. C'est juste le petit. Alors, est-ce que le fait d'employer, on l'a vu, on sait que ça se passe partout, ici également, mais c'est remis en question aujourd'hui. Employer une personne de sa famille, sa femme, ses enfants, etc., est remis en question et est attaqué par les candidats, bien sûr, de la gauche. D'ailleurs, aujourd'hui, ce sont les primaires de la gauche. C'est interdit au Parlement européen. Mais oui, c'est interdit au Parlement européen, c'est interdit dans la plupart des pays, parce que quand même, il y a une fonction, c'est un métier. Il n'y a pas de visibilité sur son métier. Voilà. Et alors voilà, c'est quand même une incroyable blague et on discute de ça et c'est comme si c'était normal, mais non, c'est pas normal. Et encore une fois, je rebondis hors de la France. Il y a des pays où un homme politique qui détourne 1 centime, il est destitué tout de suite. Et voilà, et c'est-à-dire c'est pas quelque chose où on dit c'est normal, tout le monde le fait. Voilà, et c'est tout ce que je voulais dire, c'était que je trouve que c'est pas normal que nos hommes politiques, voilà, si on est dans une république ou quoi, c'est pas normal qu'on puisse parler de ce genre de choses d'une manière tout à fait banale. Voilà. Il s'est défendu de 2 manières. Hein. C'est incroyable. Il s'est défendu de 2 manières. Je dirais, en désespoir de cause, il essaie de rallier les féministes en disant c'est quand même pas parce qu'elle est ma femme qu'elle n'a pas droit d'exercer son métier. Donc là, c'est un discours pour les féministes. Effectivement, ça pose aussi un problème de est-ce qu'on peut faire carrière à 2 Il y a ces femmes, alors on cite la femme de Gaulle qui était dévouée sans toucher 1 centime. Bon, voilà, ça pose un problème. Aussi. Donc, oui, mais après, voilà. Donc, là, ils sont payés. Là, il y a des sous qui sont oui. Alors là, donc là, il essaie d'attirer les féministes. Et puis, il a eu ce discours aussi de dire ma femme est remarquable, j'aime ma femme et je vais la protéger. Et là, je pense qu'il essaie aussi d'attirer des romantiques, des femmes. Mais il est bien façon conseillé, façon un peu couple américain avec Michelle Obama. Mais enfin, bon, pas du tout la même chose. Mais je veux dire, il y a quand même cet aveu de sentiment, d'amour de sa femme et de protection assez inhabituel quand même ici en France. Oui, il y a quand même conflit d'intérêts parce que avoir sa femme qui travaille pour ça, c'est très très bien, mais ça veut dire qu'en gros, remettre en question certaines décisions ou bien orienter sa politique dans un certain sens, ça devient quasi impossible puisque c'est quand même le mari qui est là. Enfin, je trouve que l'image, le statut de mari est un petit peu trop marqué. Si effectivement son emploi est légitime, que ce soit l'épouse ou le mari... est-ce que c'est donc du coup... Voilà. Donc c'est pour ça que c'est un peu inquiétant parce que finalement on reste sur le fait que ce soit la femme d'eux plutôt que l'attaché parlementaire. Donc je pense qu'on l'a pas vu. On n'a pas vu l'attaché parlementaire. Ni à la revue, ni à la revue dans laquelle il y a 2 rapports sur toute son année d'emploi. 2 rapports qui sont sortis, notamment Christine Kelly, où on l'a menacée d'avoir révélé certaines choses. Donc on l'a muselée en quelque part. Oui, elle est menacée par téléphone. Voilà, toutes les preuves qui peuvent remonter sur cet emploi fictif sont remises en question. Après, les coups de com', on ne sait plus ce qui se passe et c'est juste tout simplement affreux. Les escroqueries, les histoires dans lesquelles on trempe, il doit y en avoir des tas. Et je pense qu'il faudrait une transparence. S'il y avait une transparence du budget et du travail, et si les citoyens ils avaient accès
à qui fait quoi exactement dans chaque ministère et tout. Et ben mais au moins il y aurait peut-être encore une fois donné, là c'est culturel, tu parles de politique en Europe du Nord en fait, ce qui n'est pas du tout la politique telle qu'on l'a fait en France, telle qu'on a fait en Espagne, dans les pays méditerranéens. On a une culture latine de la politique, et la culture latine de la politique c'est aussi là-dessus. Je dis pas que je défends, au contraire c'est indéfendable, mais j'aime bien prendre du recul et voir un peu de perspective. Alors que justement le mode anglo-saxon est en train de perdre un peu de sa probité. On voit Trump qui va employer donc son beau-frère. On va en parlera parler plus tard, mais c'est quand même une inversion, alors que les anglo-saxons normalement sont hyper carrés là-dessus dans la politique, et nous au contraire on devient un peu plus nordique dans notre façon de voir la politique, ce qui est très bien. Mais ça n'étonnait personne à l'époque où Mitterrand cachait sa fille, ça n'étonnait personne, alors que tous les journalistes il a caché mais il n'a pas payé. Non, mais sans doute qu'elle a eu quand même quelques trucs. Mais elle n'a pas eu le fait que Berlusconi possède absolument tous les journaux d'Italie, ça ne choquait personne aussi. Ça choquait. Tu vois, c'était dans les normes. Donc il y a une inversion des normes, et peut-être qu'on dit les choses n'avancent pas, mais en fait si, la façon dont on réagit là prouve que les choses avancent. Des choses qui étaient dans la norme commencent à être dénoncées. D'accord, donc inversion des normes, transparence chez Camille, intégrité chez Monique. Alors tout ça, ce sont des sujets qui sont en plein, d'actualité dans la semaine de Donald Trump, une semaine quand même au samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, chargée de rebondissements. On est dans une télé-réalité. Des commentaires sur cette semaine où on a vu qu'il a défait des traités, il veut ériger un mur, il veut sauver la planète en employant un industriel aux commandes de l'environnement. Donc autant de choses incohérentes, transparentes, puisqu'il est suivi même quand il signe des contrats. Mais ça ne pourra pas être autrement. Je pense qu'il faut s'habituer à ça, ce fonctionnement, parce que ça va être de la télé-réalité pendant 4 ans. Le gars vient de la télé-réalité. Son modèle, c'est ça. Son modèle, c'est ce genre de trash télé. Donc il va nous faire du trash président pendant 4 ans. Mais donc c'est beaucoup de la com quand même. Faut pas prendre au sérieux ce qui se passe. C'est un communicant de toutes les façons, ça on le savait. Mais donc du coup il n'y a pas forcément une réalité. On ne sait pas ce qu'il y a qu'est-ce qui est voté derrière, qu'est-ce qui se passe exactement derrière. Ça, c'est peut-être pas de la vraie transparence. On est face à une réalité parce qu'on a quand même des retours, on suit les événements, on a vu qu'il veut ériger un mur justement par rapport à cette insécurité. La personne qui délocalise son entreprise, Missier taxé, donc il faut embaucher local, donc il y a le protectionnisme qui se met en place, il recrute ses petits copains. Alors par rapport à cette gouvernance, cette première semaine, et il nous reste encore de longues années, est-ce que ça ne va pas changer la face du monde? On l'a vu déjà la semaine dernière avec Davos. Effarant. C'était épuisant. Épuisant en une semaine déjà là, quoi, un marathon. C'est épuisant parce qu'en fait, on a parlé de la démocratie qui en prend un coup déjà avec toutes ces affaires qui remontent à la surface. Là, on se retrouve avec un président polémique, très, très showman. Et c'est épuisant parce qu'il fait précisément ce qu'on reproche, nous, à notre niveau, aux politiques français. Ils font des promesses et ils ne les tiennent pas en général. Et bien lui, il applique consciencieusement, même si c'est catastrophique, tout ce qu'il a dit qu'il ferait. Et c'est terrible parce qu'on se dit, mais en fait, qu'est-ce qu'il nous faut au gouvernement pour qu'on ait cette espèce d'efficacité, même si elle est à double tranchant, mais cette espèce de rapidité dans les décisions prises. Alors, je ne dis pas que c'est intelligent de prendre des décisions à ce degré, de signer à tour de bras, mais il est fatigant et inquiétant, et surtout, il donne le sentiment que la politique, on peut décidément pas faire confiance aux hommes politiques. Donc en fait, il donne aussi l'impression que tout le monde peut faire de la politique. Exactement. Oui. Voilà, c'est ça. Par rapport aux médias, parce qu'il a quand même un positionnement très particulier. On dit déjà que Fox News, c'est la TV Trump. Il s'insurge contre les médias. Pensez-vous que nous sommes en danger en tant que journalistes, chroniqueurs, médias, techniciens, Kurt, peut-être voilà. Mais Trump n'arrivera jamais en France. Ça n'est pas possible. C'est quelque chose qui
Enfin, on le voit comme nous, on le voit comme ce qu'il est, c'est-à-dire un gros beauf. Mais une grande partie des Américains ne voient pas ce genre de choses. Donc nous, on est franco-centrés. D'ailleurs, les Américains ne vous regardent pas du tout de notre côté. Ils s'en fichent complètement de notre avis. Donc Trump n'arriverait pas. Le pire qui puisse nous arriver, c'est Marine Le Pen. C'est pas du tout le même genre de populisme. C'est du populisme aussi, mais c'est pas le même Est-ce que genre. ça n'inspire pas certains, Gaël? Non, je pense que ça encourage en tout cas le Front National à avoir une certaine Parce qu'elle l'a rencontré quand même. légitimité quand même pour pouvoir réussir les élections de mai prochain. Mais après, est-ce que cette politique-là, appliquée comme cela en tout cas en France, c'est-à-dire protectionnisme du territoire, fermé à la mondialisation ou quoi que ce soit, enfin rester franco-centré mais proprement dit quoi, est-ce que ça va réussir à la France? Catastrophique, ça sera catastrophique pour les États-Unis et pour la France. Le protectionnisme là tel que l'économie mondiale fonctionne, c'est la mort de la suprématie américaine et donc de l'économie française si on le fait nous-mêmes aussi. Et attention à Poutine. Oui, Camille. Bah non, oui, ce serait terrible quand même. On n'y croit jamais. On disait toujours, mais non, mais on va pas faire ça, ils vont pas faire ça. Les Français, ils disent qu'ils votent Le Pen ou quoi, mais non. Puis en fait, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui a voté Front National et qui m'a dit. Ouais, déjà sauf aujourd'hui. Il y a toujours eu différentes raisons, quoi. Il y en avait, c'était voilà, le vote de contestation, après si, ça. Des vrais gens qui y croyaient, il y en avait quelques-uns, mais bon. Mais du coup, en ce moment, dans toute l'Europe, là, voilà, ça fait... Dans l'équipe des super vilains, on a déjà Poutine, Erdogan, Trump, il manque plus que Marine. Enfin, je veux dire, dans l'absolu... et c'est comme si, voilà, ils suivaient les États-Unis à retardement. Et c'est dommage que l'Europe, elle fasse ça. Ouais. Et je sais pas trop, parce que nous, on est ici, mais quand on est sur le continent européen, là, moi, je me demande comment... Est-ce que vous pensez que ces mesures d'insécurité, les mesures qu'il a mis en place contre l'insécurité, contre le terrorisme, peuvent arriver en France, et donc notamment en Guyane? Je pense au mur au Mexique. Alors on a vu que Marine Le Pen a parlé d'un mur pour le Maroni. Alors jamais un mur, mais empêcher les gens de passer, t'es bien d'accord? Comme toutes les idées très simples et populistes, ça plaît. Comme toutes les idées simples et populistes, ça plaît. Parce donc que c'est une très idée simple et très simpliste. mais oui, une idée très simple comme le mur, on va avoir un beau mur, il va arrêter. Ah bah oui, c'est vrai, un mur va arrêter. Tiens, je vais voter. Donc après, par contre, on a la gueule de bois quand on se réveille. À noter que aucun mur n'a jamais, enfin aucune frontière n'a jamais arrêté, n'a jamais arrêté l'homme de marché, quoi. Exactement. Mais donc on détruit des murs en Europe, on en construit aux États-Unis, en détruit enfin. Et pour nous, ce sera pas possible. On a l'une des plus grandes frontières. Non, mais ça joue sur les haines. Il y avait ce beau film la semaine dernière dans un petit cinéma. Il parlait de ça, de l'immigration justement qui traversait la frontière d'Amérique du Sud, qui passait le mur du Mexique pour aller aux États-Unis. Et bon, c'est quand même le rêve de la désillusion, parce qu'une fois qu'on arrive là-haut, c'est pas forcément comme on croit. Et surtout, il parle de... Parce que même si le mur, il en a déjà un, avec les barbelés, tout ça. Oui, il y en a et de l'autre côté, il y a même des gens qui sont des anciens militaires et qui... Comment on appelle ça? Ils sont rien du tout, ils sont pas policiers, rien, mais ils se doivent de défendre l'immigration, mais qui arrive... par rapport à la frontière du Mexique. Et les mecs, ils tirent dessus s'il y en a qui décident de passer le mur. Je sais pas si on peut imaginer. Donc ça existe déjà, et là ça va se durcir encore plus. Oui, ça va... mais le pire, c'est que les gens, ils ont la haine sans savoir. Ils se disent, non, lui, il faut pas qu'il rentre chez moi. Donc il a instauré une autre phobie, la phobie des Mexicains, donc qui existait déjà. Mais il l'a mise au goût du jour, puisque à la base, c'était la phobie du terrorisme musulman. Donc là maintenant, donc en fait, on se méfie de tout le monde. Toujours un bouc émissaire, c'est tellement... Mais c'est tellement confortable. Soyez pas hautains, des murs, il en existe en Europe. Hein. Les enclaves espagnoles au Maroc, c'est Ceuta, Melilla, c'est complètement blindé, barbelé, etc. La Méditerranée, c'est un mur dans lequel d'ailleurs il y a pas mal de gens qui y meurent en essayant de traverser. Donc les Caraïbes sont aussi un mur naturel aussi. Ça existe. Le fleuve est un mur naturel déjà. Et qui n'empêche pas non plus, qui n'empêche pas comme n'importe quel mur. Voilà, et c'est un mur aussi riche, hein, puisqu'on l'exploite ce mur avec les barges qui circulent. Et en France aussi, on construit des murs à Calais. Eh oui. Ah oui, c'est un vrai mur, oui, qui est là-bas. Il y a plusieurs kilomètres. Ce que fait la Hongrie, qui construit elle un mur dans sa frontière aussi avec la Roumanie. Ok. Alors que ça semble efficace finalement. Pourquoi tout le monde populiste? C'est du populisme, c'est pas efficace. C'est qu'on a une vague populiste que la Hongrie représente comme les États-Unis, comme l'Angleterre, comme autres, comme la France aussi. Et donc on a une mesure simpliste et qui semble idéale. Et donc on la met en place.
Donc là, il y a une rupture avec le président mexicain, c'est bien ça, non? Oui, rupture. Il a annulé son voyage, c'est bien ça? Voilà, il a annulé son voyage. Bon, il n'est pas le bienvenu puisqu'on veut mettre un mur. On va finir sur tous ces murs en France, en Hongrie, à Calais, à Maroni, etc. Mur peut-être pour le carnaval autour de Cayenne puisqu'il y a les vigiles qui sont tout autour pour contrôler l'accès à la place des palmistes. Bon courage à eux, on leur souhaite une bonne continuation et en espérant que ça va porter ses fruits ce mur. Et voilà, les grandes gueules touchent à sa fin. Il est midi. Un petit mot de la fin, Gaël? Non, juste de dire que à la semaine prochaine. Voilà, Benoît. Du positif, les murs ils finissent toujours pas tomber. Hein. Voilà. Pareil, hein, croyez encore et foi en l'humanité et puis ne vous laissez pas avoir par les gouvernements, hein, tels qu'ils soient. Waouh. Thierry. J'ai rien à dire. Voilà, bon week-end. Merci, bon week-end. Camille. Bon week-end, à vous aussi. En espérant que c'est des périodes de changement, quoi. On verra dans quel sens ça va, mais c'est vrai que ce serait bien que ça aille pas dans le pire à chaque fois. Prenons-le comme une période historique. Les périodes historiques sont bornées. Moi, j'ai envie de dire, résolument optimiste, créer, c'est exister, créer, c'est résister. Et faire de la radio, et se trouver aux grandes gueules, et écouter les grandes gueules, c'est exister et résister. Alors, allons-y. Alors, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Kurt à la technique. Michel, on lui fait un petit coucou, sur les réseaux sociaux. Retrouvez donc les grandes gueules sur notre site internet www.mayuricampus radiomayuricampus.fr 107.6. Merci à tous et à la semaine prochaine avec un nouveau meneur. Bon week-end et Pagay Bobo, à Sanoukadi.